Deuxième partie de notre table ronde consacrée à la seconde exposition que nous présentons au Palazzo Grassi au troisième étage. Le travail de Youssef Nabil, l'exposition Once Upon a Dream. Merci Youssef pour être là ce soir et de participer à cette discussion. Je rappelle un peu comme pour l'exposition d'Henri Cartier-Bresson, les grandes lignes de l'exposition de Youssef. Il y a à peu près 2 ans, lorsque François Pinault a décidé d'organiser l'exposition d'Henri Cartier-Bresson, qui était donc la deuxième exposition monographique que nous présentions ici au Palazzo Grassi, il avait le souhait de présenter un artiste vivant, un photographe vivant, et il avait fait l'acquisition il y a quelques années de quelques images de Youssef Nabil. Et ici en Italie, il y avait évidemment l'actualité des réfugiés quittant les côtes syriennes et provenant aussi de Grèce. Et le problème des réfugiés et de l'exil ont fait que nous avions à ce moment-là, et avec Jean-Jacques Ayagon, pensé que le travail de Youssef, qui traite de façon assez conséquente du problème de l'exil, puisse être un sujet pertinent dans cette période. Évidemment, ça a pris un peu de temps à organiser, mais je trouve que voilà, cela reste tout à fait d'actualité. Et le travail de Youssef, qu'il est important peut-être de situer pour les gens qui ne connaîtraient pas, est un travail un peu hybride. Youssef est en même temps un photographe et en même temps un peintre. Il utilise une technique ancienne qu'il a lui-même appris d'artisan au Caire à la fin des années 90, qui consiste à recoloriser des tirages argentiques noirs et blancs. Une technique qui aujourd'hui n'existe plus et que Youssef a appris et qu'il a même améliorée et qui, quelque part, a réussi à perpétuer cette tradition qui est maintenant unique et qui est très singulière dans sa façon de faire. Donc ça, je pense que c'est important. Et lorsque nous nous sommes réunis avec Jean-Jacques Ayagon pour parler un petit peu de l'exposition avec Youssef, nous avons parlé un petit peu de cette technique qui vient d'abord, qui a été inventée en France et qui est passée par la Grèce, et de la Grèce à Alexandrie, et d'Alexandrie au Caire, et qui, au Caire, s'est mis au service du cinéma. Or, le cinéma est très important dans l'œuvre de Youssef, et nous avions évoqué cela avec Jean-Jacques, qui est le co-commissaire de cette exposition. Et à ce moment-là, nous nous sommes dit que ça pourrait être une bonne idée d'organiser l'exposition et de faire, d'un point de vue curatorial, cette exposition autour du cinéma. D'où le titre Once Upon a Dream. C'est une sorte de mise en abîme de l'histoire de Youssef, qui présenterait le travail de Youssef et qui est un mélange du rêve et de la réalité, qui est sur le fil entre ces deux mondes. Et quelque part, il nous semblait pertinent de nous engager comme ça dans cette voie et de parcourir cette exposition un petit peu comme si c'était le scénario d'un film. Le cinéma qui a beaucoup inspiré Youssef. Voilà, donc j'en profite, je pensais que Sylvie qui lors du montage a pu apprécier et connaître le travail de Youssef, étant elle-même historienne de l'art, il me semblait que ça pouvait être intéressant qu'elle reste avec nous ce soir et qu'elle puisse elle aussi intervenir et poser des questions à Youssef. Donc Youssef, première question, pourquoi ce titre Once Upon a Dream? Once Upon a Dream, en fait, j'ai toujours ma façon de voir la vie, de voir ma vie. J'ai toujours mélangé le rêve et la réalité, la vie et la mort. Et c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses. Pour moi, y a pas. Pour moi, on vit en fait un rêve. La vie, pour moi, c'est un rêve. Parfois, ça ressemble
plus qu'un rêve que la réalité, l'idée qu'on va tous mourir, on est là pour un certain temps, pour moi c'est déjà très surréel d'accepter. Et la façon dont tu as, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu as commencé voilà, cette technique, comment tu l'as apprise et comment tu l'as mis au service de tes images? D'abord, j'ai voulu vraiment faire que des photos noir et blanc qui ressemblent au film égyptien dont j'ai grandi, regardé, être impressionné par ces films qui m'ont beaucoup fait rêver. Et après quelques années, j'ai eu le souhait, le désir de voir mes œuvres en noir et blanc, pardon, en couleur, sans vraiment utiliser un film couleur. Ça veut dire que j'ai refusé d'utiliser un film couleur pour continuer mon travail parce que j'avais envie de le voir en couleur. Alors j'ai décidé, pour garder ce côté un peu magique du cinéma qui existe toujours dans les films peints à la main, dans les affiches des films qui étaient toujours peints à la main, dessinés dans les rues du Caire dans les années 70-80, de peindre les photos en utilisant le même technique, le plus ancienne technique de peinture sur photo qui était pratiquée il y a 150 ans et était toujours pratiquée en Égypte jusqu'au début des années 90. Alors j'ai cherché à rencontrer ces gens et j'ai rencontré une quinzaine entre Le Caire et Alexandrie qui m'ont appris comment faire ça à l'ancienne avec des petits secrets que il n'y a que eux qui savent ça. Et eux, ils ont appris ça auprès des Arméniens, auprès des Italiens qui vivaient en Égypte à cette époque-là. Ils sont partis dans les années 60. Et dis-nous comment finalement tu as mis cette technique au service d'un travail qui est lui très tourné vers le cinéma. Voilà, d'où vient cette fascination pour le cinéma et comment t'es-tu inspiré voilà, du cinéma égyptien dans ton travail? Il faut dire que l'Égypte était un pays très important dans le cinéma, dans l'histoire du cinéma arabe. C'est vraiment on avait en même temps que Paris des cinémas en Égypte. On avait fait des films qui datent de 100 ans, etc. Et voilà, pour moi, personnellement, c'était très important. C'était ma manière de me nourrir artistiquement. On parle avant Internet, avant tout ça. J'ai même pas étudié de l'art. En Égypte, j'étais refusé dans chaque école d'art, dans toutes les académies de cinéma. Et j'ai décidé de faire moi-même mon travail cinématographique à travers des photos, des scènes que j'écris, que je réalise avec mes amis. Et voilà, le cinéma vraiment est derrière tout dans mon travail. Et la peinture, elle vient aussi de ça. Peindre les photos pour ressembler à des films, aux couleurs des films anciens, Technicolor. Et dis-moi, comment tu as anticipé le fait que, voilà, on est photographe et tu utilises la peinture. Toi, tu te considères plutôt comme un peintre, comme un photographe ou comme les deux en même temps, ou ça n'a pas d'importance? Pour moi, ça dépend. Et parfois, pour moi, j'utilise la peinture pour compléter l'idée, pour aboutir à ce que j'ai envie de dire. Et parfois à l'avance, même si toujours à l'avance, je sais que par exemple, cette personne, le fond va être bleu, alors que même quand je fais la photo, il est un peu gris clair, il est un peu blanc, parce que je ne travaille jamais dans ce studio. Je travaille toujours chez les gens. Alors toutes les photos que vous avez vues, par exemple, de Catherine Deneuve, d'Anouk Aimé, de Fanny Ardant, etc., c'était fait chez elle, à la maison. Je choisis toujours 1 mètre carré que après, quand je tire la photo, je le rends très clair. Je sais qu'il y a le bleu qui va arriver après, qui va équilibrer le côté un peu clair qu'il me faut pour pouvoir ajouter de la peinture et du crayon. Et voilà, alors dans ma tête, je suis peintre, photographe, artiste, et même dans les films que je fais aussi, j'essaye toujours d'utiliser la même palette de couleurs, le mon bleu, le degré de la D'ailleurs, d'où couleur de vient peau. cette spécificité? Parce que ta palette de couleurs est très spécifique, elle est très spéciale. D'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose voilà, qui est personnel ou c'est quelque chose que, voilà, qu'on pourrait considérer comme étant plus général dans cette région? Non, c'est personnel, sûrement personnel. C'est comme ça que je vois, voilà, le degré de chaque couleur. J'aime pas quand c'est trop bleu, j'aime pas quand c'est trop rouge, j'aime un petit peu ajouter toujours du jaune.
J'aime bien le jaune. Et dans les années 70, il y avait beaucoup de jaune même la qualité cinématographique. D'ailleurs, ta palette de couleurs et la façon dont toi tu utilises la couleur sur tes photos, ça n'est pas sans rappeler l'orientalisme français inventé au 19e siècle. Bon, il y a quelques peintures d'Ingres. Voilà, il y a ce côté un peu lisse avec ces couleurs très délicates, très posées, hein, où finalement qui font qu'on est aussi dans l'évocation de certaines formes. Il y a beaucoup de sensualité. L'orientalisme, c'est quelque chose, c'est intéressant parce que c'est une invention occidentale et quelque part, il semblerait qu'elle soit comme absorbée et que tu la restitues quelque part. Or, c'est une invention du monde occidental. Est-ce que c'est quelque chose qui... voilà, comment toi tu te places par rapport à cet aspect? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans la société égyptienne ou du Moyen-Orient en général, ou c'est quelque chose que toi t'as intéressé plus? Moi, je ne me considère pas comme un orientaliste, déjà parce que je viens de l'Orient, alors je ne peux pas être orientaliste. C'est mon environnement, mais aussi je parle beaucoup de mon pays, je parle beaucoup de mes racines, etc., de ma vie là-bas. Je suis parti à l'âge de 30 ans. Et voilà, pour moi, c'est un Égypte qui existe toujours dans ma tête, que je fais exister aussi. Il y a une part, un Égypte qui n'existe plus, qui existait avant, que je souhaitais que ça existe. Et la seule façon de le faire exister, de donner une vie, c'est de faire des œuvres d'art autour de cet Égypte un peu parfait, où les hommes et les femmes sont respectée, où je parle des danseuses de ventre, sa situation dans la société parce qu'elle est très mal vue ce qu'elle fait, les questions de voile, mon exil, etc. Et voilà, je parle de ma vie. Je parle de ma vie et je viens de l'Orient. Et cette série très forte, puisqu'on parle de voile, au début de l'exposition, hein, qui est face un peu à cette salle d'un Orient rêvé, hein, celui que tu viens de décrire, est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi représenter des personnalités, des visages que nous connaissons tous qui portent ce voile? En fait, dans les années 80, il y avait beaucoup de débats en Égypte autour du voile. J'ai vu d'un coup presque tout le pays voilé, les femmes qui étaient avec les cheveux, etc. Dans les années 70, d'un coup, elles doivent cacher leurs cheveux. Et pour moi, c'était un signe de séparation dans notre société entre hommes et femmes, entre chrétiennes et musulmanes, même entre les femmes dans la même religion, parce qu'il y avait une qui faisait le voile comme ça, l'autre, elle montrait un petit peu de ses cheveux, l'autre, elle montre que ses yeux. Et il y avait toujours ce jugement qui est, en fait, elle est mieux parce qu'on voit rien de sa tête. Et puis l'autre, elle montre un petit peu de ses cheveux, alors elle est en train de séduire les hommes. Et j'étais complètement choqué par tous ces débats. Je trouvais complètement débile de déjà être occupé par ça, parce que pour moi, le voile existait toujours chez nous, en Haute-Égypte, copte et musulmane. Les femmes portaient toujours le djellaba très coloré avec un voile transparent noir, et on voyait un petit peu le bout de ses cheveux. Et j'ai voulu parler de ça, j'ai voulu parler de l'idée du voile en fait dans la Méditerranée qui existait toujours en Grèce, en Espagne, en Italie, dans les peintures de la Renaissance, et qui n'était jamais un signe de séparation dans une société. Alors, j'ai voulu photographier des icônes de cinéma encore, parce que c'est ma source d'inspiration, des gens que j'adore, des actrices iconiques comme Catherine Deneuve, Anouk Aimée, Charlotte Rampling, Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, etc. Il y a Claudia Cardinal aussi, Jane Birkin qui ne sont pas dans l'exposition. Et porter ce voile que j'aime, le voile transparent de la Méditerranée, et on voit un petit peu de leurs épaules, un petit peu de leurs cheveux. Alors les gens me demandent comment tu as pu voiler Catherine Deneuve. Déjà, pour moi, je n'ai pas voilé Catherine Deneuve. D'abord, c'est une grande actrice, très intelligente. Elle a accepté de jouer un rôle. Pour moi, et puis elle aime beaucoup son portrait, etc. Alors, il y avait beaucoup cette question que j'ai, surtout en France, contre cette photo. Et puisqu'on parle de ça, dans l'exposition, donc nous présentons trois films.
les 3 films que tu as faits. Et nous commençons par le dernier de tes films, qui a été fait en 2017, 16, Oui. Arabian Happy Ending. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film et voilà, de ce qu'il contient et la raison pour laquelle tu as fait ce film? Arabian Happy Ending, comme son titre, il parle de notre sexualité en Égypte, dans le monde arabien, dans le monde arabe, parce qu'on a une sexualité aussi. Euh, alors, encore une fois, récemment, il y avait toujours cette tendance de juger les actrices quand elles se font embrasser dans un film. Alors, on parlait beaucoup d'un cinéma clean cinéma, un cinéma propre, où l'actrice, en fait, elle n'embrasse pas un homme qui n'est pas son mari. Même dans un film, parce c'est pas son mari, pourquoi tu l'embrasses dans un film? Et pareil pour les hommes qui embrassent des femmes dans des films qui sont... Et on avait, encore une fois, on parlait beaucoup de ça et on jugeait les actrices par rapport à ça, etc. Et j'ai voulu en fait montrer un montage de plus que 500 films que j'ai cherché leur DVD, de tous les films que j'aime dans le cinéma égyptien depuis les années 30 jusqu'à les années début 90, où on voit des scènes d'amour. Alors pour nous, la scène d'amour, ça se termine avec un baiser très rapide comme ça. Alors j'ai fait 28 minutes de quelques secondes de chaque film, on voit que les baisers. Et au bout d'un moment, ça devient même un petit peu perturbant. En Égypte, on m'a refusé d'exposer ce film, alors que les films, alors que les films, on voyait toujours sur les télés. Voilà. Mais pour eux, de voir 28 minutes que des baisers, ça devient un truc qui choque, qui dérange. Et donc dans l'exposition, hein, c'est un peu la partie, c'est le début de l'exposition, puisque l'idée de l'exposition, c'est de reprendre le scénario d'un film, hein, qui met en abîme un peu ton travail et ton parcours. Et donc quand on continue, on découvre un peu plus loin le second film. Est-ce que tu peux nous en parler? You Never Left, c'était mon premier film en fait. Le second livre, le second c'est I Save My Belly I Save My Dancer, Belly Dancer. 2015. Ça c'est un film qui parle de ma mémoire de la danseuse du ventre, qui est très mal vue aujourd'hui aussi dans nos sociétés parce que c'est une femme qui séduit, c'est une femme qui utilise son corps pour danser, pour séduire les hommes. Alors pour moi c'était toujours un art sublime que j'ai adoré depuis tout petit, qui était très respecté, des danseuses de ventre très respectées en Égypte et partout, qui faisaient des films et qui étaient admirés par le roi comme par le peuple. Et même dans chaque mariage chez nous, on a toujours une danseuse de ventre qui arrive toujours à la fin du mariage. Et j'attendais avec impatience la sortie de la danseuse de ventre qui était toujours sublime, avec beaucoup de parfums, habillée toujours en rouge et belle et magnifique. Et moi, j'avais 7-8 ans, je m'asseyais toujours par terre comme ça et je dormais, j'attendais et on me réveille pour elle est là, la danseuse de ventre, regarde. Et, en fait, même dans le film, j'ai demandé à Salma Hayek, qui joue la danseuse du ventre, et Tahar Rahim, qui joue mon rôle, parce que ce sont des autoportraits un peu, les films, de passer avec son voile sur lui, comme j'ai vécu ça moi-même. J'étais par terre, elle m'a vu, la danseuse de voile, elle est venue pour jouer avec moi avec son voile, et c'est quelque chose qui m'a marqué et resté dans ma mémoire. Alors, pour revenir à la question, le film, il parle plutôt de la mémoire, ce qu'on peut garder, on peut sauver dans notre mémoire, même si ça fait partie de notre réalité. Pour moi, j'ai voulu sauver l'idée de la danseuse de ventre telle que j'ai toujours aimée, respectée et adorée, avec moi où j'habite aux États-Unis. Alors, on le voit à la fin du film, dans le désert américain, derrière Tahar Rahim, qu'il transporte avec lui. Alors, tout le film, c'est un rêve. Ça se passe dans un rêve. Il rêve d'elle, qui vient pour le rassurer que son monde n'est pas parti. Et le reste, on peut regarder. Oui, dans l'exposition, c'est le début de l'exil et tu nous dis que Tahar finalement, il joue ton propre rôle et que toi, tu es celui qui doit partir, l'exil. Dans l'exposition, il y a de nombreux portraits, hein, suite à ce film, voilà, qui te représentent, voilà, dans différents endroits. Ce sont des autoportraits, c'est une très très belle série, hein, où on te voit de par le monde, où tu te prends en photo derrière différents paysages et différents lieux. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
La série des autoportraits, je commençais à la faire en 2003, quand je suis parti du Caire pour vivre d'abord à Paris avant de partir aux États-Unis, à New York. Et c'est une période. En fait, en 2003, je me suis trouvé dans un nouveau pays que je connaissais pas beaucoup de monde. Pour moi, j'ai commencé une nouvelle vie. Dans ma tête, je savais que je pars de l'Égypte, je ne vais plus rentrer en Égypte. Et je commençais à m'inspirer. J'ai voulu parler de l'idée, quand je décide de partir de chez soi, en fait, en Égypte, j'ai toujours senti comme un visiteur. Je savais que je vais partir un jour. Et une fois c'est fait, je me suis trouvé dans un nouveau monde pour moi. J'ai voulu parler de ça. Je voulais parler de l'idée que je me sens toujours comme un visiteur où je suis, que pour quelque temps j'étais invité par le ministère de la Culture pour vivre à Paris, et après je ne savais pas j'allais où, et je commençais à faire des autoportraits dans des villes que je visite. Dans chaque ville, je savais que j'allais rester 2-3 jours, je vais partir. Je choisis des villes qui sont liées à mon histoire, à la Méditerranée surtout. Et dis-moi, dans ta dernière série, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on te voit dans ces paysages où finalement il y a ce rapport entre toi et l'environnement. Et ce qui est intéressant dans cette dernière série, on est face à des paysages où tu n'es plus là. Et on est face à aussi une sorte de dualité dans laquelle tu n'apparais plus. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Sont très liés dans le sujet des autoportraits, la série. On ne me voit pas, mais c'est une représentation abstraite de ces paysages où j'ai senti un certain message que j'ai voulu transmettre à travers les photos. Et voilà, il y a toujours le titre qui fait partie de l'œuvre. Et la communauté yéménie que tu as photographiée à Manchester, ça aussi, ça a un rapport avec l'idée de l'exil, l'idée que lorsque nous partons avec notre culture, avec voilà, toutes les choses qui nous habitent. Qu'est-ce qui t'a motivé de les photographier et pour quelles raisons tu les as voulu dans l'exposition? Je pense que c'est en 2008 quand j'étais contacté par le BBC en Angleterre parce qu'il faisait un documentaire sur les pêcheurs yéménites qui habitent à South Shields. Et c'est la plus ancienne communauté yéménite, la plus grande aussi, qui habite en Angleterre. Ils sont situés dans cette ville, au bord de la mer, parce qu'ils étaient tous des pêcheurs. Et j'ai dit, OK, en fait, à cette époque-là, je ne faisais que des autoportraits, des portraits des gens, de mes amis, des gens que j'aime, que j'admire, des acteurs, etc. J'ai jamais vraiment travaillé avec une communauté ou une histoire qui ne fait pas partie de mon histoire, etc. Alors j'ai juste demandé de m'envoyer leurs photos pour voir un petit peu comment ils ressemblent. Et ils m'ont envoyé leurs photos dans leur maison. Chacun il est venu avec son chapeau, un peu, ils s'habillent toujours comme ça, comme au Yémen, avec son djellaba, ces trucs. Et j'ai adoré leur histoire. Ils avaient tous, bien sûr, un certain âge. Et il n'y avait que 12, 13 qui restaient. Et au moment, alors j'ai accepté, je suis allé là-bas, les visiter et faire les portraits. Et il y avait un même qui est mort, et on n'a pas pu le photographier. Et j'ai décidé en fait de faire une série de ces 12, de l'exposer ensemble. Et c'était la première fois en fait que je fasse une série. J'ai continué cette idée de 12 toujours dans les séries, dans le Last Dance, etc. Et la Alors, prochaine... pardon, pour répondre à la question aussi, j'ai adoré leur histoire et le fait qu'eux aussi sont des exilés qui sont partis de chez eux en emportant avec eux leur Yémen, comme j'ai fait avec mon pays. Et c'était très visuellement, il était très présent, leur pays, dans comment ils portent avec les chapeaux, etc. J'ai voulu les photographier pour cette raison-là, parce que j'ai vu en eux euh, j'ai vu un lien entre nous. Voilà. Sylvie, je vais faire un parallèle assez intéressant parce qu'à la fin de l'exposition, il y a un très beau politique de Youssef, I Will Go to Paradise, qui n'est pas sans rappeler d'une certaine façon certaines marines de Gustave Le Gray. Mm. Et Gustave Le Gray est un photographe français voilà, des années 1860 qui a eu un peu la fantaisie, en tout cas, de partir en Égypte.
Et lui, donc, finalement, son exil, il est mort hein, en Égypte. Et quelque part, c'est un peu, je trouvais ça intéressant d'évoquer en tout cas ce sujet avec toi parce que c'est quelque part le cheminement inverse. C'est un Français qui, lui, s'est exilé en Égypte et qui, finalement a été totalement fasciné par l'Égypte et qui a fait un peu le chemin inverse de Youssef. Et en point commun, il y a ces images de la mer hein, qui l'appellent au voyage au départ. Est-ce que tu peux un peu nous parler de... Oui, la première chose que je peux dire et qui me frappe dans les images de Youssef, que j'avoue que je ne connaissais pas avant cette exposition et que j'aime énormément, c'est que je m'occupe d'une collection de photos où il y a des images très anciennes et une collection qui va d'images très anciennes jusqu'à des œuvres contemporaines. Donc j'ai un regard sur tout ce que peut être l'histoire de la photographie et avec l'idée qu'une image est faite et arrive à un moment et puis après elle reste identique mais le regard qu'on a sur elle change parce que l'image peu à peu s'éloigne dans le passé et elle représente autre chose, elle représente de plus en plus une vision très réaliste, photographique, d'un monde qui disparaît de plus en plus. Or, ce que Youssef fait, c'est des images très contemporaines, mais qui, par leur technique et par les sujets qu'ils abordent, s'inscrivent déjà avec anticipation, s'inscrivent aussi dans le passé. Donc il y a une sorte de trouble temporel sur ce qu'on voit, puisqu'il y a des choses, des problématiques très contemporaines, une technique ancienne et puis une évocation d'une nostalgie ou d'un monde disparu qui lui est personnel, mais qui est aussi l'histoire de tout un pays et d'une civilisation cosmopolite qui n'existe plus. Donc ça me parle beaucoup, et surtout la réutilisation de techniques anciennes qui, pour nous, est une sorte de rempart et de réponse à la trop grande facilité de produire des images banales et médiocres. Donc c'est vrai que c'est une réaction qui, comme nous, comme historiens, comme conservateurs, nous intéresse. Et après, pour arriver précisément à la question que tu me poses, c'est-à-dire l'œuvre de Gustave Le Gray, effectivement, la photo, comme chacun sait, produit beaucoup de clichés. Or, qu'est-ce qui est un plus grand cliché aujourd'hui dans la photographie? C'est normal que Youssef fasse des couchers de soleil sur la mer parce qu'il travaille sur les stéréotypes. Que ce soit le cow-boy dans la vallée de la mort, ou les pyramides, ou les couchers de soleil. Et après, il installe un décalage et un malaise à l'intérieur de ces stéréotypes. Mais Gustave Le Gray est le premier photographe au monde à avoir réussi à photographier la chose la plus banale du monde aujourd'hui, c'est-à-dire un coucher de soleil sur la mer, ou un lever de lune sur la mer, et aussi avec un bateau qui part au loin. Donc, il a fait ça en Normandie, sur les côtes méditerranéennes du côté de Sète, et ces images ont été, c'est le départ fulgurant d'un stéréotype, mais qui existait déjà dans la peinture évidemment, ont été adorées de tout le monde. La reine Victoria en a acheté, tout le monde en a parlé à l'exposition universelle de 1855-57, tout le monde voulait avoir sa marine avec le coucher du soleil. Il a inventé ça en France et effectivement, c'est là qu'il y a une parenté étrange entre deux destins. Je ne vais pas raconter sa vie en détail parce qu'il faudrait que tu organises une autre conférence beaucoup plus longue. En fait, il était installé boulevard des Capucines à Paris, il avait un commanditaire, il a fait faillite en 1860 parce qu'il n'arrivait pas à gérer son entreprise malgré son succès. Et c'était une époque où quand tu avais des dettes, tu allais en prison pour dette. Donc il n'avait pas du tout envie d'aller en prison. Et à ce moment-là, il a profité d'une opportunité de partir en voyage avec Alexandre Dumas. Et là, il y a une histoire incroyablement rocambolesque, en plus sur laquelle je suis en train de retrouver des nouveaux documents assez étonnants, qui fait qu'il s'est exilé de la France. Par une suite d'événements incroyables, il est passé
de la France à la Sicile, au Liban, à l'Égypte, puis il est retourné à Baalbek, à Beyrouth, il est retourné à Alexandrie, puis il s'est installé au Caire, ça a duré 2 ou 3 ans, et après, il n'a plus bougé du Caire, où il est mort en 1884, en continuant à faire de la peinture, des photos sublimes, et lui, il a apparu, les gens l'ont vu au moment de l'inauguration du canal de Suez en 1869, mais c'est vrai, lui, il était... c'était le plus parisien des Parisiens, des grands boulevards de Paris. Et il a pas fini, enfin disons qu'il s'est trouvé dans une vieille maison du Caire, complètement perdu, comme c'est l'inverse de toi. Mais il ne pouvait pas revenir pour une autre raison, c'est que, puis c'était horrible, il avait abandonné sa famille, il avait plein de raisons, et il ne pouvait plus revenir en arrière. Donc il est mort au Caire, mais il a toujours continué à faire des couchers de soleil. Et pour parler de ce stéréotype, qui est devenu un stéréotype du coucher de soleil, dans ton iconographie, dans ton langage, le coucher de soleil est très présent. On les trouve très tôt dans tes photos, et jusqu'aux productions les plus récentes, ils sont encore présents. Qu'est-ce qu'ils évoquent pour toi? Qu'est-ce que cela veut dire? Le coucher de soleil, c'est un moment de départ aussi, chaque jour. Et le fait que ce soit très souvent sur les bords de mer? Ça, je ne sais pas. Peut-être on le voit mieux, le bord de la mer. C'est plus beau. Non. Mais j'ai fait des couchers de soleil dans le désert aussi. Ouais. Merci. Merci à tous. Merci.